Bonjour. Pour parler de l'opération Barkhane au Sahel, pour parler de la situation de l'armée française dans cette région, et une situation qui est assez émouvante, j'ai demandé au colonel Pascal Yanny, qui est porte-parole du chef d'état-major des armées, de venir dans nos studios. Je vous remercie d'avoir accepté ma proposition, mon colonel. Merci. Donc, je vous serais reconnaissant de commencer par faire peut-être un petit historique de cette opération Barkhane qui connaît pas mal de modifications. Alors, en quelques mots, l'opération Barkhane a succédé à l'opération Serval qui a été lancée en janvier 2013 à la demande des autorités maliennes pour stopper des colonnes de djihadistes qui quittaient le nord du Mali pour se diriger vers Bamako. Cette opération Serval a été un vrai succès puisque nous avons, avec nos camarades maliens, arrêté ces colonnes, nous avons dispersé ces groupes armés terroristes. Et Barkhane a succédé à cette opération en raison du caractère transfrontalier de la menace, puisqu'il s'agissait de prendre en compte la menace terroriste sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Et la philosophie de l'opération Barkhane, qui a été lancée en 2014, c'est d'avoir une vision un peu plus sous-régionale de la menace terroriste telle qu'on l'avait vue au Mali et qui émergeait à ce moment-là au Niger, au Burkina Faso. Et c'était aussi, dans un deuxième temps, la volonté de coller au G5 Sahel, qui est une structure qui avait été mise en place entre les 5 pays de la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et donc, cette opération Barkhane était organisée géographiquement un peu en miroir du G5 Sahel. Et alors, pourquoi cette évolution maintenant? Pourquoi quitter Tombouctou? Pourquoi se réorienter? Pourquoi diminuer un peu la voilure? Alors, tout d'abord, un mot sur l'évolution. L'évolution, elle consiste en une réadaptation géographique du dispositif. Nous avons transféré les 3 emprises qu'occupaient des détachements de l'armée française dans le nord du Mali, c'est-à-dire les emprises de Kidal, de Tessalit et de Tombouctou. Nous les avons transférées aux forces armées maliennes. Grosso modo, nous avons retiré 425 soldats français qui étaient stationnés dans le nord du Mali. Et à ce sujet, je souhaite apporter une première précision, c'est que nous n'avons pas abandonné les emprises, nous les avons transférées aux militaires maliens, avec lesquels nous avons fait les choses de manière très propre, très synchronisée, très maîtrisée. Et nous avons quitté des emprises, des villes où la présence militaire est conséquente. Par exemple, à Tombouctou, il y a 2200 soldats de la MINUSMA, il y a plus de 500 soldats maliens. À Tessalit, il y a 1300 soldats de la MINUSMA. Plus de 400 soldats maliens. À Kidal, idem, beaucoup de soldats de la MINUSMA, beaucoup de soldats maliens. Et donc la France n'a pas laissé un vide. Donc cette réorganisation, elle a un caractère géographique et surtout, elle a un caractère missionnel. En fait, il a été décidé de changer le modèle de l'opération Barkhane, de changer de paradigme. Au début de l'opération Serval, puis après avec Barkhane, la philosophie était d'aller combattre des groupes terroristes organisés qui représentaient des groupes de plusieurs dizaines de personnes, voire d'une centaine de combattants qui affrontaient soit les armées locales, soit directement Barkhane. Or, au fil des ans, ces terroristes ont adapté leur mode d'action et aujourd'hui, ils évitent les forces armées locales, ils évitent les forces armées françaises, la force Barkhane, et donc ils se dispersent. Et le modèle de force tel qu'il était conçu initialement ne convient plus tellement à l'évolution de la menace. Aujourd'hui, le paradigme, le modèle de l'opération Barkhane, c'est d'accompagner les forces armées sahéliennes dans leur combat contre les groupes armés terroristes. C'est un véritable partenariat de combat parce que nous savons que la solution, elle appartient d'abord aux Sahéliens. Elle n'appartient pas à une armée étrangère et encore moins à l'armée française. L'armée française, la force Barkhane, avec les pays européens qui sont engagés au sein de cette force Barkhane, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez, ils sont là pour accompagner les forces sahéliennes et ce sont les forces sahéliennes qui ont la solution. Alors quand vous parlez de forces sahéliennes, vous avez parlé de l'armée malienne. C'est quoi l'armée malienne exactement? Est-ce que c'est comparable à l'armée française? Ah non, ça n'a rien à voir. Mais l'armée malienne, c'est une armée qui est en construction, ou plutôt en reconstruction. L'armée malienne, en 2013, c'est 7 000 hommes dans l'armée de terre. Aujourd'hui, l'armée malienne, c'est 34 000 hommes dans l'armée de terre, dont environ 25 000 sont en opération permanente pour protéger le territoire, pour lutter contre la menace terroriste. Et je tiens d'ailleurs à saluer le courage et l'engagement des militaires maliens
qui se battent avec beaucoup d'abnégation, qui font preuve d'une grande résilience et qui, je pense, font l'honneur de leur pays. Vraiment, ce sont de vrais camarades de combat, de vrais frères d'armes. Je pourrais citer aussi l'armée nigérienne, dont le volume était d'environ 10 000 hommes en 2015 et qui aujourd'hui compte plus de 25 000 hommes. Il faut se rendre compte des efforts faits par ces pays sahéliens, parmi les plus pauvres du monde, des efforts qu'ils font pour monter en gamme leur outil de défense et pour combattre la menace à laquelle ils font face, une menace endogène sur leur sol. Et là, c'est la France qui les aide, ou l'Europe? C'est la communauté internationale dans son ensemble, plus particulièrement l'Union européenne, alors à la fois via des dons en matériel pour équiper les unités, mais également en termes de formation, notamment au Mali avec la mission EUTM Mali, une mission de formation dont le poste de commandement est installé à Bamako et qui forme des unités maliennes qui ensuite sont accompagnées par Barkhane ou par Takuba, on pourra y revenir. Mais c'est aussi la France, bien sûr, qui est un partenaire majeur dans cette région, puisque la France a équipé des unités maliennes. La France accompagne au combat des unités maliennes, la force Barkhane, aujourd'hui, au moment où je vous parle. La France accompagne des unités nigériennes, aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans leur combat contre les groupes armés terroristes, en particulier dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Niger et le Mali. Il faut se mettre à l'esprit la carte de ces pays. C'est un territoire absolument immense. Est-ce que l'objectif n'est pas trop vaste pour l'armée française et pour les autres armées de se déplacer dans tous ces pays à la poursuite de groupes qui sont quand même peu nombreux? Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'a jamais été dans notre intention de contrôler l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Comme vous le soulignez, la bande sahélo-saharienne, c'est à peu près l'Europe. Oui. Il faut se rendre compte effectivement de l'échelle géographique que cela représente. La force Barkhane, c'est 5 000 hommes. 5 000 hommes dont les efforts sont concentrés depuis le mois de janvier 2020, depuis le sommet de Pau, dans la zone dite des 3 frontières où sévissait le IGS. Et si on revient un petit peu en arrière, il faut se souvenir qu'entre septembre 2019 et janvier 2020, l'État islamique au Grand Sahara, qui est la filiale de Daesh pour la bande sahélo-saharienne, a mené de nombreuses attaques contre des postes militaires maliens et nigériens et a causé la mort de plusieurs centaines de soldats maliens, de plusieurs centaines de soldats nigériens. Et ce qui a été décidé par les présidents du G5 Sahel et par le président français à l'occasion du sommet de Pau en janvier 2020, c'est de porter un effort contre cet État islamique au Grand Sahara pour empêcher une territorialisation de la menace, la création d'un califat territorial, à partir duquel il aurait été possible pour ce groupe de mener des attaques encore plus importantes, soit vers le Niger, en particulier la capitale Niamey, qui finalement est à peu près à 200 km de Tillabéri, de la zone des 3 frontières, soit vers le territoire malien. Et cet objectif, il a été atteint. Aujourd'hui, le IGS, certes, existe toujours, il sévit toujours, mais le IGS n'est plus capable de mener des attaques de submersion sur des postes des armées nigériennes et maliennes. Et le IGS n'affronte pas directement les unités françaises. Le IGS est dispersé. Et donc nous avons empêché le IGS d'atteindre une taille critique et de créer ce califat territorial. En outre, il faut souligner que la montée en gamme, la montée en puissance des forces armées maliennes et des forces armées nigériennes fait qu'elles sont maintenant capables de repousser ces attaques. Ce qui était beaucoup plus difficile à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020. Donc on constate de vrais progrès, même s'ils sont insuffisants et même si le problème de fond n'est pas réglé. Alors quand vous dites repousse ces attaques, est-ce que ces attaques sont sophistiquées? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ces attaques? Est-ce qu'il y a des généraux, enfin entre guillemets, de terroristes qui ont une planification? Quels sont leurs objectifs et comment travaillent-ils? En fait, aujourd'hui, dans la bande sahélo-saharienne, pour avoir une vision un peu simplifiée des choses, nous faisons face à 2 grands types d'ennemis. Le premier ennemi, c'est le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, ou appelé également JNIM, qui est une filiale d'Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique, à la tête de laquelle est placé Yadek Ghali. Le RVIM a un agenda très clair, qui est public, qui est de d'étendre au maximum son emprise sur les territoires au Mali et maintenant vers le golfe de Guinée. Pensons par exemple aux dernières attaques qui ont eu lieu dans la zone nord du Bénin,
ou un peu plus avant, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a à peu près une année. Ça, c'est le RVIM, c'est une filiale d'Al-Qaïda. Le deuxième grand type d'ennemis auxquels nous faisons face, quand je dis nous, ce sont les forces sahéliennes, la force Barkhane avec nos alliés européens et soutenu par les États-Unis, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui, lui, est une filiale de Daesh. Et son objectif affirmé, c'est de créer un califat au Sahel, dans la zone des 3 frontières, pour pouvoir ensuite s'étendre. Et donc on fait face à deux ennemis différents. Le RVM a un agenda politique, clairement, qui est de prendre le pouvoir et d'appliquer sa loi sur les pays du Sahel, voire sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est contre lui que nous menons une partie de notre combat. Le IGS soumet les populations et use d'une violence extrême pour tous ceux qui refusent de se soumettre. Et c'est contre lui également que nous menons un combat, en particulier dans la zone des 3 frontières. Et donc nous avons ces deux groupes qui parfois s'affrontent, parce qu'ils ont des velléités l'un par rapport à l'autre, notamment pour gagner en influence et pour contrôler toujours plus de territoire. Est-ce que parfois ils coopèrent ? Je n'ai pas d'informations sur d'éventuelles coopérations, peut-être au niveau local, certainement, quand il y a une communauté d'intérêt, mais on sait qu'ils se sont affrontés très durement au cours des derniers mois. De quel soutien bénéficient-ils ? Je veux dire logistique, en financement ? En fait, je pense que nous avons des djihadistes qui se comportent comme des bandits et des bandits qui se comportent comme des djihadistes. C'est-à-dire que je pense qu'une partie des ressources qui sont utilisées, exploitées par ces groupes, proviennent de différents trafics, drogue, cigarettes, traite d'êtres humains, immigration clandestine. Et donc, ils arrivent ainsi à se financer. Le deuxième point, qui est important notamment pour le IGS, puisqu'on le sait, c'est la zakat, le prélèvement d'un impôt qui est imposé aux villageois, aux villages, notamment dans la zone des 3 frontières. On sait que le IGS a puni des villages parce que la population avait refusé de payer la zakat, qui permet aussi à certains groupes de se financer et de vivre, voire de survivre. Et est-ce que vous avez des capacités de les suivre, enfin de renseignement, d'être bien informés sur leur organisation et éventuellement de frapper à la tête ? Alors, nous avons des capacités de renseignement, évidemment, des capacités de renseignement techniques de différentes natures que nous partageons notamment avec les États-Unis qui nous aident bien, mais que nous partageons surtout avec les pays du Sahel et notamment avec les armées maliennes et nigériennes. Le meilleur renseignement, c'est le renseignement humain. C'est celui qui vient de la population. Et ça, il n'y a rien de mieux que des unités nigériennes ou maliennes pour trouver ce renseignement. Ce ne sont pas les soldats français qui sont les mieux renseignés, ce sont eux, ce sont les soldats locaux, ce sont nos partenaires qui sont renseignés. Et ensuite, effectivement, la stratégie actuelle vis-à-vis des groupes armés terroristes est de désorganiser leur chaîne de commandement, désorganiser leur chaîne de logistique pour les empêcher d'atteindre cette taille critique au-delà de laquelle les forces armées locales ne sont plus en mesure de contenir la menace, voire de la neutraliser. C'est ça notre objectif principal. Alors à propos de neutraliser, il y a un communiqué d'aujourd'hui qui annonce la neutralisation de Soumana Boura, chef de groupe de l'EIGS. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur lui ? En fait, il s'agit d'un chef de groupe de l'EIGS qui évoluait dans l'ouest du Niger, dans la zone des 3 frontières, un peu au nord de la ville de Tillabéri, qui a priori avait sous sa responsabilité plusieurs dizaines de combattants, qui était connu pour avoir une certaine activité médiatique et qui surtout faisait partie du commando qui a assassiné le 9 août 2020 8 personnes dans le parc de Kouré, pas très loin de Niamey, 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français. Et il a été localisé récemment, enfin vous peut-être pas pouvoir nous donner des détails exactement sur ce qui s'est passé, mais c'est une opération franco-française ou Alors c'est une opération qui a été menée en étroite coordination avec nos partenaires nigériens. À chaque fois que nous opérons dans un pays, nous le faisons en étroite coordination avec nos partenaires locaux. Nous n'agissons pas seuls dans notre coin. Et ensuite, je ne vais pas vous donner trop de détails sur l'opération telle qu'elle s'est déroulée. Il y a une réunion à l'Élysée aujourd'hui qui concerne les affaires du Sahel. Je n'ai pas d'informations sur cette réunion. Alors on en parlera
peut-être une autre fois. Peut-être plus tard. Est-ce que dans l'esprit du président Macron, quand il a annoncé cette réorganisation de Barkhane, tous ces changements, est-ce qu'il n'y avait-il pas également un souci de peut-être faire des économies, de réduire un peu les dépenses liées au déploiement de l'armée française en Afrique? Je ne vais pas répondre je ne vais pas commenter ou interpréter la décision du président. D'un point de vue militaire, vu des armées françaises, comme je vous l'ai dit, nous avons senti qu'il fallait changer de modèle d'opération, que l'opération telle qu'elle était organisée ne pouvait pas durer de la même façon, parce que c'était vain. Il y avait une forme il fallait vraiment changer et trouver un autre modèle. Et ce modèle, encore une fois, j'insiste, ça passe par les forces partenaires, par les forces sahéliennes. Ce sont elles qui ont la clé, ce sont elles qui vaincront le terrorisme sur le long terme. Ce n'est pas l'armée française, ce sont elles. Et il faut les accompagner, c'est ce que fait la communauté internationale, c'est ce que fait l'Union européenne et c'est ce que font les armées françaises. Mais ce sont elles qui ont la clé. Alors, localement, il y a eu quand même des incidents lorsque la colonne de ravitaillement de l'armée française s'est déplacée il y a quelque temps. C'est une colonne, vous le disiez, qui est assez longue, de plusieurs kilomètres, et qui a été attaquée ou coincée à certains moments. Que s'est-il passé exactement? Alors, il s'agissait d'un convoi logistique qui partait d'Abidjan pour rejoindre Gao. Tout d'abord, c'est un convoi, c'était le 32e convoi. Donc c'est-à-dire que c'est régulièrement... C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de très régulier. Et pourquoi celui-là a eu des problèmes? Il a été d'abord bloqué à Kaya, au Burkina Faso, pendant quelques heures. Le convoi a fait face à une foule assez déterminée. Il a fallu il a fallu tenir cette foule à distance. Il y avait des gendarmes burkinabés qui étaient présents pour cela. Et nous avons fait le choix, compte tenu d'une forme de tension, de réarticuler le convoi un peu plus au sud de Kaya, à quelques dizaines de kilomètres, d'attendre que les choses rentrent dans l'ordre, ce qui s'est passé, pour reprendre la route et reprendre la route vers Niamey. Nous avons franchi la frontière entre le Burkina Faso et le Niger et nous avons été pris en compte, le convoi a été pris en compte par 40 gendarmes nigériens qui assuraient l'escorte du convoi sur le territoire nigérien, comme c'est le cas à chaque fois. À chaque fois que nous nous déplaçons sur un territoire, nous sommes accompagnés par les forces de sécurité locales qui sont chargées de régler d'éventuelles difficultés lors du déplacement du convoi. Et le convoi s'est retrouvé bloqué à Terra le 27 novembre, le samedi 27 novembre au matin. Et nous avons fait face à des manifestants assez violents, voire extrêmement violents. Et le face-à-face, si je peux m'exprimer ainsi, a duré plus de 5 heures. Il a fallu user de la force. Nous avons utilisé des lacrymogènes pour disperser les manifestants. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et les militaires français et les gendarmes nigériens ont dû procéder à des tirs de semonce, c'est-à-dire qu'ils ont tiré au-dessus de la foule pour tenter de disperser les plus violents. Ça n'a pas suffi. Il a fallu procéder à des tirs de semonce au sol pour éloigner ceux qui voulaient s'emparer du convoi. Certains manifestants ont tenté de brûler des véhicules. Ont tenté de détruire des véhicules, ont blessé des conducteurs civils africains, puisqu'une partie du convoi est externalisée. Ce sont des camions civils qui transportent les véhicules ou les matériels, les ressources logistiques de l'armée française. Et donc, il a fallu disperser ce qui a été obtenu. Il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 morts que nous déplorons très sincèrement. Mais je pense que nous ne sommes pas passés loin d'un drame plus grand parce que la foule était extrêmement violente et que nous avons vraiment pensé que le convoi allait être détruit dans sa totalité. À ce point? Oui. Ah oui, ça aurait été donner une image catastrophique de la situation. Surtout... Non, et puis je pense que le bilan humain aurait été beaucoup plus lourd du côté peut-être des soldats français, des conducteurs civils, dont certains ont été blessés, comme je vous l'ai dit. Et donc, Est-ce qu'on en sait davantage sur les raisons de cette manifestation qu'il a organisée le ministère de l'Intérieur nigérien, le samedi 27 novembre, dans la soirée, a diffusé un communiqué dans lequel il indique initier une enquête. Et nous attendons les conclusions de cette enquête. Oui. Il y a quand même dans certains de ces pays du Sahel un sentiment anti-français qui se manifeste beaucoup sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, pour ne pas les nommer. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est une auto-création locale ou est-ce que c'est également poussé par des intérêts étrangers? Tout d'abord, je tiens à souligner que lorsque nous sommes en opération, que ce soit au Niger ou au Mali,
nous ne faisons face à aucun signe de méfiance, aucun signe de rejet. Les unités françaises qui sont toujours en accompagnement d'unités maliennes ou d'unités nigériennes ou d'unités de contingents de la force conjointe du G5 Sahel, par exemple le bataillon tchadien qui est stationné dans la zone des 3 frontières sur le sol nigérien. Ces unités françaises ne font jamais face à de quelconque signe de méfiance ou de rejet. Je pense que c'est déjà un premier signe positif. Le deuxième point, c'est que ce qu'on a pu voir à Kaya et Terra est quand même significatif, il ne faut pas le nier. Il y a une forme de rejet contre la présence française, mais je pense que les militaires français, le symbole qu'ils portent, crée une forme de cristallisation d'un certain nombre d'inquiétudes, d'un certain nombre de rejets qui ne sont pas forcément portés contre l'armée française, mais qui s'expriment contre... De leur propre situation. Qui s'expriment contre, vis-à-vis de l'armée française. Et en fait, ce ne sont pas tellement les militaires français qui sont rejetés, je ne pense pas. Et je tiens à répéter que nous sommes d'abord engagés au Sahel pour lutter contre les groupes armés terroristes et que nous sommes engagés au Sahel pour participer à la protection des populations. Et nous ne sommes pas engagés au Sahel, les militaires français, pour protéger des intérêts cachés. On sait par exemple que les réseaux sociaux colportent beaucoup de fausses informations. Par exemple, lorsque le convoi circulait entre Abidjan et Gao, sur les réseaux sociaux, il était dit que ce convoi transportait de l'armement pour les groupes armés terroristes, ce qui est une aberration totale, puisque nous combattons les groupes armés terroristes et que nous le faisons main dans la main avec nos frères d'armes sahéliens. Il était également dit que les militaires français trafiquaient de l'or ou trafiquaient de l'armement au Mali ou au Niger. C'est une aberration totale. La France et les militaires français n'ont aucun intérêt dans les mines d'or au Mali ou au Niger. C'est une évidence. Alors là, justement, pour parler des mines dans différents pays, il y a ce fameux groupe Wagner qui s'intéresse de près au sous-sol des pays dans lesquels il veut s'installer. Et là, il semble que les discussions sont sur le point d'aboutir entre le gouvernement actuel du Mali et le groupe Wagner pour l'installation d'un certain nombre de ces mercenaires russes. Alors, je n'ai pas d'informations sur le fait que des discussions seraient en cours ou seraient sur le point d'aboutir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une société militaire privée, c'est une société de mercenaires et qui doit être payée et qui doit être bien payée. Donc, il faut trouver des ressources pour les payer. Et ces ressources, malheureusement, il faut les prendre quelque part et peut-être qu'il faut les prendre dans le budget de l'État ou prendre une partie de l'aide internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avoir recours à une société de mercenaires dans un pays, c'est quand même une forme de défiance vis-à-vis de ses forces locales. Et quand on voit l'exemple centrafricain, on peut s'interroger sur le sens que cela a. Et le troisième point, c'est qu'il ne faut pas désorganiser des armées qui sont en cours de construction, qui sont en cours de consolidation. Moi, ce que je constate, ce que nous constatons, nous, au sein de l'état-major des armées, c'est que l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne, comme je vous l'ai dit, c'est 34 000 hommes dans l'armée de terre, c'est un peu plus de 3 000 hommes dans l'armée de l'air, c'est des compétences qui montent en gamme, une vraie capacité à s'opposer aux groupes armés terroristes, quelque chose qui est en train de se former. Ça prend du temps, mais construire une armée, ça prend du temps, parce qu'il faut construire un encadrement, il faut construire des procédures, il faut s'entraîner, il faut s'aguerrir. Mais ça fonctionne. Et que ce ne serait pas forcément une bonne idée, une bonne nouvelle, que ces progrès qui ont été enregistrés soient mis à mal par d'éventuelles interférences étrangères. Et si ces mercenaires s'installaient quelque part, est-ce que l'armée française partirait ou cohabiterait ou qu'est-ce qui pourrait s'organiser ? J'ai pas d'éléments à vous apporter parce que ce que je vois, moi, c'est que là où nous opérons, cette question ne se pose pas. Et tant qu'elle ne se pose pas, nous n'avons pas à y porter de réponse. Alors, en une minute, peut-être une réponse, parce que l'émission touche à son terme. La coopération européenne avec l'armée française, est-ce que tout se passe comme vous le souhaitez ? Avec l'Union européenne ? Oui. Ça se passe de manière extrêmement positive. Avec un bon engagement européen. À la fois via EUTM, la mission d'entraînement de l'armée malienne qui a été initiée en fin 2012, début 2013, qui aujourd'hui a atteint un rythme de croisière qui fonctionne plutôt très bien, qui est très apprécié par les Maliens.
Et nous étions à Bamako il y a quelques jours, et le chef d'état-major général des armées maliennes l'a dit et l'a répété, était très content du travail accompli par cette mission européenne, mais également dans le cadre de Takuba, qui est un groupement de forces spéciales européennes, qui est stationné dans la zone des 3 frontières, à Ménaka et à Gao, et qui accompagne au combat tous les jours des unités maliennes pour mener ce combat contre les groupes armés terroristes, qui obtient de très bons résultats. Et ce qu'on constate, c'est que Takuba continue à grossir. Nous sommes aujourd'hui à peu près 800 militaires européens qui sont engagés dans cette force. Nous serons certainement au-delà du millier de soldats début 2022. De nouveaux pays tapent à la porte. Les Danois vont bientôt déployer des forces spéciales. Les Roumains ont donné leur accord. Les Slovaques, les Hongrois vont le faire. On a un contingent italien, on a un contingent suédois, on a des Portugais qui arrivent. Donc une vraie réussite. Et je pense que c'est un beau signe pour 2 points. Tout d'abord, c'est le signe que les pays européens ont sans doute, en tout cas les militaires européens, ont compris qu'une partie de la sécurité de l'Europe se joue au Sahel. De la sécurité de l'Europe et des Européens. Et le deuxième point, c'est, je pense, une forme de solidarité stratégique. Et c'est un signal très positif. C'est-à-dire que la France y est engagée, il y a une notion de partage du fardeau, et les Européens veulent prendre leur part du fardeau. Merci beaucoup, colonel. Pascal Yanny, vous êtes le porte-parole du chef d'état-major des armées. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie également pour les images qui nous ont été fournies par l'armée française à cette occasion. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.